Ok, parfait. Donc, je disais bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, je me présente. Je suis Bruno Boucard. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience. J'ai été développeur, architecte global, machin, enfin plein de trucs. J'ai même dirigé une équipe d'architecture. Et puis après, bêtement, je suis devenu coach technique. Euh, on m'entend pas? Moi, en tout cas, je t'entends, mais je suis pas sur Twitch. Donc, Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce il que je faut, fais? il faut, il faut régler le relais vers Twitch. Ok. Tu me donnes le go, quoi. Quand est-ce que je peux y aller? Yes. Bah, c'est Christophe qui va te le donner. C'est bon. Je, Désolé, hein, désolé, hein. je On va y recommence? arriver. Ah, ok, donc je continue. Ok, ok, tout va bien. Donc, j'en étais à dire que je faisais du coaching technique et agile. Je suis aussi conférencier. Je suis spécialiste TDD, BDD, DDD, et aussi Team Topologies. J'interviens à la fois en France et à l'étranger. Voilà, alors une petite nouveauté à mon sujet, c'est que je rejoins avec plaisir l'équipe, une des équipes de chez Octo Technologies. Pour mes activités publiques, ce sera à peu près la même chose. Je vais faire des conférences, des trainings, etc. Pour l'interne, c'est des trucs internes, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Si vous avez des questions, allez posez-les sur Twitch, puis je les prendrai à la fin. Et donc, je vais introduire le sujet de la présentation. Est-ce qu'il y a une banalisation du DDD ou pas? Et en d'autres mots, est-ce que le DDD est une commodité? Alors, tout est parti de remarques que j'ai eues à travers des conversations dans des confs ou sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, il y a eu quelques billets de gens qui ont affirmé finalement que la partie stratégique. Alors, pour ceux qui ne font pas de DDD, un DDD est découpé en deux parties. Il y a la partie, c'est l'espace du problème. On se pose des questions, on analyse, on essaie de comprendre de quoi ça parle. Et l'espace de la solution, c'est la partie tactique. Donc, il y a deux volets. Donc, le stratégique, c'est plutôt le why et le what. Tactique, c'est le how. Donc, et des gens qui se posaient la question si finalement la partie tactique n'était pas plus importante que la partie stratégique, le design stratégique. Alors là, donc je me suis pas poussé à un vrai coup de gueule, mais disons que j'ai fait un post titré banalisation du DD qui a eu un certain succès. Et après, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, finalement, est-ce que je suis pas en train de tirer sur ambulance parce que si on y pense, faire du design stratégique aujourd'hui, ça veut dire en général faire un event storming big picture. Alors, ne vous inquiétez pas, j'expliquerai ce qu'est le event storming big picture. Mais disons que c'est une technique qui permet de comprendre globalement le métier et qui va nous permettre ensuite de découper en sous-domaines. On va voir aussi comment ça marche. En tout cas, pour quelqu'un qui est développeur, qui est passionné de DDD, on peut comprendre que ça, ce soit peut-être un frein. Rencontrer en contact avec le management, organiser l'event storming, faciliter les gens, connaître suffisamment l'event storming pour l'organiser proprement. Ouais, c'est sans doute un peu impressionnant quand on n'est pas habitué. Donc, finalement, ces gens qui parlent de DDD sans complexe, hein, et parfois qui font des petites erreurs, c'est quand même des passionnés de TDD, de clean code et de la fameuse clean architecture. Hein, ils en parlent souvent. On est bien loin des développeurs qui sont démotivés et qui tous les jours font un peu de copier-coller, qui alimentent le code legacy des entreprises. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'affoler sur un point de détail de DDD? C'est peut-être un problème qui n'en est pas un. Mais avant de rentrer dans ce détail, j'aimerais parler un peu plus de DDD. Alors, le DDD, ça a été écrit par un monsieur qui s'appelle Eric Evans, et il a écrit un ouvrage il l'a écrit en 2003, il est sorti en 2004, dans une grande indifférence. Pas à dire, quand il est sorti, moi-même, j'étais un peu sceptique. Bref,
quand on prend le temps d'ouvrir le bouquin, on est tout de suite impressionné par la densité du texte et on se dit, ouais, c'est pas évident. Et pour avoir discuté avec des anglophones, même pour eux, hein, c'est pas le fait que le bouquin soit en anglais, c'est que on a des phrases qui font parfois un paragraphe. Et ça, c'est relativement lourd à lire. Et du coup, il y a de nombreux développeurs qui disent que le fameux Blue Book, on l'appelle comme ça parce qu'il est bleu, avec une belle peinture de Kandinsky, ils le liront pas, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que le livre est encore aujourd'hui d'actualité parce que toute l'approche et la philosophie du domaine driven design est clairement bien expliquée dans le Blue Book et un peu moins dans les autres livres. Donc, en même temps, c'est pas étonnant, c'est Eric qui est l'inventeur. Donc, ce serait quand même dommage que le livre original soit pas parfait. Alors, pour les développeurs qui ont finalement été déçus et ont déclaré que Blue Book n'était pas possible, ils se retournent vers généralement Implementing Domain Driven Design de Von Vernon, qu'on appelle le Red Book parce qu'il est plutôt rouge. Donc le livre, lui, il ment pas, il s'est écrit implementing, donc il est plus sur la solution. Hein, donc il y a une partie un peu stratégique, il n'y a pas d'event storming, mais à sa décharge, l'event storming est créé en 2013, donc en 2015, on peut imaginer qu'il a écrit le livre en 2013-2014. C'est pas non plus un gros reproche, mais la place qui est prise pour les patterns techniques est immense. Il y a un chapitre par pattern avec beaucoup de code. Bon, voilà. Moi, je pense que effectivement, si vous avez un problème à lire le Blue Book, je peux comprendre. Prenez d'abord le Red Book, mais sachez qu'il n'y a pas tout dedans. Et même sur la partie tactique, on va voir, il n'y a pas tout. Donc, alors que dans le Blue Book, oui, c'est le livre de référence, il y a tout. Alors, les développeurs en question, ceux qui sont un peu décomplexés, nous parlent beaucoup de la boîte à outils. Ça, c'est vraiment leur cheval de bataille. Donc, on va voir que la boîte à outils, c'est pas grand-chose. En tout cas, c'est pas l'ensemble des patterns du Blue Book. Loin de là, on va les voir. Donc, c'est vrai que tous les patterns Value Object, donc Value Object, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objet qui est immutable, qui reprend le langage omniprésent de son bande des contextes. Je vais expliquer tout à l'heure ce qu'est un bande des contextes. Et le pattern repository, il vient d'ailleurs. Hein, et tout ça, ça a été repris à juste titre dans une démarche générale. Donc, il n'y a absolument pas on va dire, de souci à dire que ça vient d'ailleurs. Le tout, c'est que ce soit cohérent vis-à-vis de la démarche de modélisation. Donc, les patterns tactiques, on les voit. Là, moi, j'ai pris carrément une image du Blue Book. On voit qu'ils s'appellent les building blocks en page 65. Et on les a tous là. Service, value object, entity, module, repository, agrégat, factory et architecture en couche. Là, Eric n'a pas parlé d'architecture hexagonale, mais bon, il clean d'architecture si vous voulez, mais il n'a rien contre. Là. Pour vous les expliquer rapidement, je vais prendre un exemple de code. Donc là, on a du code en C#, excusez-moi, je suis plus à l'aise en C# qu'en Java, ou en Kotlin ou whatever. Donc là, on a une classe réservation Office. On est dans le train, on va réserver plutôt des sièges dans un train. On voit qu'on a une interface qui parle de repository. On a un constructeur qui parle de repository. Là, on a deux éléments des building blocks, service, clairement un service, et l'autre, c'est le pattern repository. La suite, c'est la méthode de réservation. Donc là, on a request for seat en paramètre. Et on a sur le repository find trend by ID. C'est clairement, on va chercher un agrégat par un identifiant unique. Alors, on remarque que le paramètre request for seat, c'est un value object. Donc, c'est un objet qui est immutable et qui contient quand même des comportements et qui est nommé avec l'expression du métier. On retourne à un domain event qui est aussi un value object. Donc, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on élimine les primitives. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le code spell primitive obsession. C'est quand on utilise trop de primitives pour exprimer le métier. Là, la référence, c'est d'utiliser des value objects pour donner du sens et que ce soit plus explicite au niveau du code. On continue notre découverte. Donc, on va après... On a une règle métier qui apparaît. Alors, les règles métiers en DDD, on les appelle les invariants parce que ce sont des règles immuables. Tout simplement, le DDD appelle ça invariant. C'est simplement une règle métier.
Là, on voit qu'on retourne encore le cas où ça ne marche pas, un événement métier qui échoue. Après, on demande à construire une réservation temporaire. Il y a encore des règles métiers dedans. On récupère un value object, la tentative de réservation, c'est un value object. Et finalement, si cette réservation est conforme à notre demande, eh ben, on va booker et ça va être une transaction au niveau de l'agrégat. Et pour conclure, tout ça, si je le compile, c'est un module. Donc, on a vu quasiment tout, excepté l'architecture en couche. On peut quand même imaginer tout ça soit dans une architecture hexagonale qui remplace largement l'architecture en couche. Et on a tout dit. Alors, on n'est pas rentré dans le détail, mais globalement, on a tout le vocable de la boîte à outils. Honnêtement, pour quelqu'un qui développe, c'est pas très long à comprendre. Mais je voudrais repartir sur Eric. Eric, c'est quelqu'un qui a passé sa vie, pas dans les startups, plutôt dans les grandes structures, l'équivalent du CAC 40 qu'on appelle Enterprise aux États-Unis, en tant que consultant qui accompagnait les équipes, les organisations. Et en fait, cette obsession de nommer très précisément les choses, Eric me l'a confié, il l'a eu dès le début de sa carrière. Il passait son temps à vouloir rendre explicite les choses. Et donc, finalement, l'ouvrage, c'est une compilation de sa longue expérience d'architecte technico-fonctionnel. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas les bonnes remarques. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui vient d'Eric. Il était dans une banque d'investissement et il s'occupait d'une équipe qui allait plutôt bien. Et cette équipe avait quelques tables en base de données. Rien d'étonnant. Le problème, c'est que quand l'application allait partir en reproduction, il a appris qu'avec une autre équipe qui avait probablement les mêmes tables, qui utilisait probablement les mêmes tables que la première. Et ça l'a choqué, mais il était trop tard. L'application était déjà en production. Et bien évidemment, soudain, ça a été le drame. Les deux applications ont craché. Côté Eric, il a été extrêmement frustré, les équipes aussi. Et donc, bien évidemment, la question de l'isolement des équipes et de l'autonomie s'est posée. Il a essayé de réfléchir à un concept. Le concept, vous le connaissez, c'est la notion de boundary context. Donc, boundary context, quelque chose de physique, c'est une équipe qui est centrée autour d'une problématique métier, qui développe ce vocable pour finalement nourrir les discussions et les modèles mentaux de l'équipe, pour ensuite tacler la complexité métier au niveau du code. Donc, il y a une séparation claire entre les équipes. Ça veut dire que les équipes ne se parlent pas, elles se parlent, mais par des canaux bien définis, de manière à ce que les gens soient bien positionnés sur leur problématique et qu'une équipe ne vienne pas polluer une autre équipe. Et puis, quand on est coincé dans sa bulle, on est plus à même de réfléchir calmement aux problèmes métiers qu'on doit résoudre. Alors, l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Donc, pour ceux qui font du clean code, ils connaissent l'acronyme DRY. Ça ne s'applique pas entre deux boundary contextes. La différence entre, par exemple, un site qui serait dans Trend Topology et un site qui serait dans Booking Site, c'est deux boundary contextes possibles, et le site évoluerait en fonction des aléas de chaque équipe, chaque boundary contexte. On ne va jamais unifier ça, on ne va jamais unifier non plus les bases de données. Les données sont propres à chaque équipe pour rester autonome. Alors, les patterns stratégiques, il y a deux parties. Il y a la partie, on va dire, réflexion. Donc, c'est pas physique. On va découper le métier, un grand domaine métier, on va le découper en sous-domaines. Et chaque sous-domaine, on va les qualifier en disant, ça, c'est générique, ça, c'est cœur domaine ou corps domaine, et ça supporte. Ça supporte le domaine. Et en dessous, on voit qu'on est plutôt dans la solution, on va avoir la notion de boundary context. Donc, c'est important de comprendre que les sous-domaines du domaine, c'est un découpage logique, mais ce n'est pas un découpage physique. Le physique, ce sont les boundary contexts. Donc, on a généralement un seul corps domaine
dans un domaine. Dans une entreprise, on peut en avoir plusieurs, mais dans un domaine, on a un sous-domaine corps domaine, et puis on peut avoir plusieurs sous-domaines support et plusieurs sous-domaines génériques. Le découpage en bounding context, c'est des choix qu'on fait, c'est des solutions. Donc, on peut avoir un sous-domaine corps qui donne un bounding context, un sous-domaine égale plusieurs bounding contextes, une équipe par bounding context, et une équipe pourrait gérer plusieurs petits bounding contexts, c'est possible. C'est important de faire bien une bonne différence entre les sous-domaines et les bounding contexts, c'est pas la même chose. Alors, quand on a les bounding contexts, on aime bien faire un context mapping, c'est-à-dire les relations entre les bounding contexts. Donc là, on a les réservations FIS qui serait notre cœur domaine. C'est là qu'on a un avantage concurrentiel, c'est le rôle du cœur domaine pour avoir un avantage concurrentiel dans notre segment de marché. On a un site web qui nous envoie de l'information, donc on a utilisé une nomenclature avec le U pour upstream et D pour downstream. Le U, ça veut dire je fournis, D, je consomme. Déjà, quand il y a ces deux significations, ça veut dire qu'il y a quand même une confiance entre les deux. Hein. Donc là, il y a billing and invoice, c'est sans doute du générique. Là, trend reservation web, ça, c'est du supportive. Pareil pour trend topology et booking site. On voit qu'il y a un petit ACL, hein, anti-corruption layer. Ça veut dire qu'on va faire le merge des trend topology, donc les topologies des trains et des sites déjà réservés, pour pas que ce mash-up technique apparaisse dans réservation office. C'est une petite facilité. Après, on a un ensemble de patterns qui permet de regarder dans quelle situation on se trouve et les relations aussi. Donc, upstream, downstream, je ne l'ai pas dit. Le souci, c'est souvent que si celui qui est upstream commence à balancer du poison dans la rivière, c'est sûr que ceux qui sont en dessous, ils vont mourir. Bon, plus techniquement, si j'envoie sans effort tout mon modèle métier dans mon échange REST, il y a de fortes chances que le downstream commence à utiliser ma modélisation, et ça, c'est vraiment pas bien. Donc, il est important que dans la communication, on passe sur un modèle neutre au niveau des informations. Mais bon, je ne vais pas tout expliquer. Donc, l'idée de ça, c'est de mettre factuellement des mots sur une situation donnée. Donc, il y a évidemment des problématiques de pouvoir qu'on appelle sociotech, hein, des gens qui veulent avoir plus de pouvoir, qui embêtent les autres. Voilà, ces patterns-là, vous pouvez les lire dans le Blue Book, mais l'image que j'utilise, il est sur l'excellent GitHub DDD Crew. Vous retrouverez plein de choses sur DDD. En 2013, Alberto Bandellini invente l'event storming. Alors pour le coup, ça a été une adhésion fulgurante, du moins dans la communauté DDD. On a dit, mais par rapport à ce que propose Eric, c'était des interviews du métier, où on interrogeait les développeurs, le métier, etc. C'était chronophage. Là, en 2 heures de temps, on a tout le domaine, à condition d'avoir réussi à faire venir tout le monde le jour J. Ça, c'est un autre challenge de l'event storming. Donc, c'est l'event storming big picture. C'est celui où on utilise 4 types d'événements. Le orange, il n'y a pas trop d'autres sémantiques. Si, il y a les pain points et les opportunités, mais je ne vais pas en parler trop. L'idée de cet event storming, c'est de découper en sous-domaines à la fin. On verra tout à l'heure comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est bigrement efficace. Hein. C'est très important parce qu'à la suite de ça, on peut faire le context map. Alors, bon, là, j'ai parlé beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien repartir sur des bonnes bases, le faire un peu moins crispé. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est un event storming big picture suivi d'un context mapping. Ça, c'est la première étape, le faire collectivement et visuellement. Donc là, c'est une image qui vient du livre d'Alberto Bandellini. On a une collection d'événements. On voit qu'il y a un sens, il y a le temps qui est affiché. On appelle ça la surface du modèle. Et puis, après quelques temps, on va détecter qu'il y a comme des narrations dans les événements. Ces narratives, comme on les appelle, vont donner lieu à ces fameux sous-domaines. Et vous voyez, on fait des sales patates. Là, les sales patates donnent en fait l'image de ce que seront les sous-domaines. Ce n'est pas forcément les bounding contexts. Hein. Ça peut être, mais ce sont les sous-domaines pour l'instant. Et à l'étape suivante,
on définira les bandes des contextes à partir de là. Pour information, Team Topologies, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais conseille cette technique pour définir les équipes Streamline. Donc, après ça, on peut faire éventuellement un event storming process flow modeling. Je vous explique tout de suite, c'est quand deux équipes campent sur leur position sur les événements, s'ils sont à eux, pas à eux, etc. Donc là, on fait un event storming plutôt de réconciliation pour essayer de comprendre où est la frontière entre deux sous-domaines. C'est vraiment l'idée du process flow. Et enfin, on fait l'event storming software design. Alors là, c'est celui qui se fait avec une seule équipe. Je rappelle que tout en haut, on a toute l'entreprise, enfin tout le domaine. Process flow, on a deux équipes. Et là, on n'en a plus qu'une, le corps domaine. Et là, je vous ai mis toute la sémantique de l'event storming. Vous voyez, il y a la commande en bleu. L'agrégat, c'est le code qu'on va faire. L'external system, c'est un système externe. On voit aussi le sens. La commande est envoyée sur un agrégat et l'agrégat émet un domaine métier. Pareil pour le système externe. Le domaine event peut enrichir un read model qui la GUI va s'appuyer sur cette GUI, l'utilisateur va envoyer une commande, ainsi de suite. Et en dessous, on a la policy qui est un set de règles métiers. Voilà. Donc, avec ça, on a la sémantique. Et puis, normalement, on passe directement à la partie code. Sauf que on ne va pas se voiler la face. Passer de l'event storming software design au code, c'est un peu douloureux. Donc, comme moi, j'étais depuis 2013 bien impliqué dans le BDD, voilà, j'ai fait ça en 2018. Donc, sur le mur, on voit que j'ai mis en jaune un agrégat et que j'ai posé sur une table. Et en bleu, ce sont les règles métiers, donc les invariants en fait. Et en vert, ce sont les exemples concrets. Et sur le tableau blanc, il y a un diagramme UML sur lequel on projette les règles métiers. En fait, l'obsession, c'était de trouver un moyen de modéliser l'agrégat, on va dire collectif et visuellement, avec l'équipe concernée, pour pas qu'on se retrouve face à son code en disant « bon, bah, maintenant, je me lance. » Non, il manque quand même des éléments. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a remplacé tout ça. Je vais être très pédagogique et vous allez tout comprendre. Donc, la première partie, c'est d'illustrer les invariants avec une technique qui nous vient du BDD, c'est-à-dire un example mapping. Donc, dans les faits, on met les règles. Donc là, la première règle, c'est 70% du train qu'on peut réserver, mais pas plus. On demande des exemples concrets. Donc, un exemple concret, la voiture est vide, elle contient un petit siège. J'en demande 3, j'obtiens ce résultat-là. Un exemple qui ne marche pas, et puis là, j'en demande 3 encore, mais il y en a 6 déjà réservés, donc ça échoue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'exemple mapping, c'est pour vous dire que dans la vraie vie, on aurait plus de règles comme ça, parce que bien sûr, ce n'est pas une user story, c'est plutôt un épique, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est comprendre tous les invariants qu'il y a dans notre agrégat. Donc, je mettais, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que normalement, avec ça, l'agrégat, on commence à mieux comprendre ce qu'il fait. Attendez, la suite est encore plus intéressante parce que maintenant, on va sketcher l'agrégat. Alors, vous voyez, je suis un peu âgé. Moi, j'ai connu l'époque du CRC card. Alors, on va dire, c'est quoi le CRC card? C'est tellement vieux que personne ne connaît. Donc, on prend une index card, on trace un trait horizontal et un trait vertical, et on définit en haut la classe ou le candidat, les responsabilités dans le premier carré en dessous, et sur la droite, on met la collaboration. Et donc, on l'applique, on a le train, la voiture, le coach. Et donc, le coach, on a donc une entité coach et on a aussi une entité site. Et donc, on dessine les 3 éléments. Donc, on voit que là, collectivement, c'est un atelier. On a un premier élément. Peut-être que ce n'est pas exactement ça. Et comme on l'a fait ensemble déjà, et avec l'expert du domaine, parce que là, il n'y a rien de technique, hein, c'est que des cartons qu'on met sur la table. Donc, et n'oublions pas qu'on vient faire l'exemple mapping. Donc maintenant, on va projeter
les règles métiers, alors j'ai rajouté une qu'on n'avait pas vue, qui est isAvailable, parce que c'est tellement simple, c'est un booléen. Donc celle-là, on va la régler tout de suite, elle va sur l'objet siège. La réservation pour le train, il est sur le train, et puis pour les coachs, on les a mis là. Donc là, finalement, avec ça, plus les brainstorming, on a quand même une bonne idée de comment on va coder l'agrégat. Alors, maintenant, on rentre dans le modèle Driven Design. Alors, le modèle Driven Design, ça, c'est la vue du Blue Book, parce que vous ne le trouverez pas dans les autres livres avec autant de détails. Donc, en bas, on retrouve les building blocks qu'on a vus tout à l'heure. Et en haut, on retrouve ce qu'on appelle le Supple Design. On va le voir tout de suite. Et j'ai cerclé en rouge le modèle Driven Design. Alors ça, vous pouvez le chercher dans les autres livres. Vous ne trouverez pas le modèle Driven Design expliqué correctement. Donc, c'est quoi le modèle Driven Design? C'est relier étroitement le code à un modèle sous-jacent, donnant du sens au code et rend le modèle pertinent. Vous savez que c'est beau, mais c'est vraiment la volonté du modèle Driven Design. Alors, on revient à notre problématique de modélisation. La première phase que vous allez faire, c'est une phase relativement naïve. Vous allez prendre le scénario le plus simple et vous allez essayer de l'implémenter au sein d'un prototype. Okay, pas dans le code de production si l'application existe déjà. Déjà, vous allez faire du TDD outside in et vous allez vous arrêter là parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez quelque chose. Et vous passez à la phase 2 où là, vous allez attaquer règle par règle, concept métier par concept métier, toutes les règles pour faire une modélisation collaborative avec votre expert métier de manière à ce que toute l'équipe comprenne comment on va modéliser simplement toute la complexité métier qu'il y a dans notre équipe ou équipe corps. Donc ça, c'est très important. Alors, le Supple Design. Alors, le Supple Design, on pourrait dire qu'effectivement, c'est une invitation au changement afin que le code révèle un modèle clair, limpide et autonome. Pourquoi ça? Parce que le Supple Design n'a de motivation que d'offrir au modèle driven design, la possibilité de faire du deep modeling. Or, le deep modeling, c'est la partie approche, qu'on va voir tout de suite après, qui ne peut être possible que si le code est souple. J'ai bien dit souple et pas flexible. Eric prend souvent l'exemple soit d'un gant, soit d'une jaquette de cuir. Dans un gant en cuir, la partie qui va être flexible, c'est là où vous avez les doigts qui se plient. Le reste restera rigide. Et ça, c'est une distinction qu'il a souhaité faire et je comprends tout à fait. Donc, les patterns du Supple Design, ils sont 8. On va les voir rapidement, parce qu'il ne s'agit pas de tout voir. Donc, le premier, c'est Intention Revealing Interface, qui veut dire, en gros, vous allez définir des entités qui expriment leur comportement et pas la manière dont ils le font. Donc ça, c'est vraiment presque un principe du clean code, mais bon, ça fait du bien à entendre. Et on va utiliser naturellement l'Ubiquitous Language, le langage métier de sorte des contextes, associé à notre problématique, pour écrire des interfaces qui révèlent leur intention. La deuxième chose qu'on voit, qui part de Intention Revealing, c'est le Stack Defect Free Function. Donc, ça veut dire que non seulement on va utiliser des choses extrêmement bien nommées, qui disent leur comportement et pas ce qu'ils font, mais on va aussi vouloir des méthodes qui n'ont pas d'effet secondaire. Ça nous rappelle un peu la vocation d'un value object. Un value object n'est pas mutable. Après, on a l'assertion. Alors, l'assertion, c'est très important parce que, on l'a dit, dans un agrégat, il y a des invariants. Un invariant, c'est une règle métier. Et les invariants, vous pouvez les tester au niveau de tout l'agrégat. Et donc, là, vous testez quasiment la totalité de votre code. Ou pour chaque objet qui a des invariants. Donc, il faut vraiment... mais ça fait partie de l'approche TD. Il faut tester les invariants. Conceptual contour, c'est très important, c'est qu'au regard de votre métier, bien évidemment, il va y avoir des éléments saillants
de votre métier qui vont donner lieu à des objets qui représentent ces éléments du domaine. Et donc, ça va être des éléments qui vont devenir cohésifs et qui vont permettre de lire votre code aussi facilement que quelqu'un qui ne connaît pas le code, c'est-à-dire l'expert du domaine, grâce à ça, est capable de lire le code parce qu'il exprime des concepts métiers que lui comprend parfaitement, c'est lui-même qui les a donnés. Et enfin, on a le standalone class. Alors là, on reparle encore d'autonomie, c'est-à-dire on a tout éliminé pour avoir une classe qui ne fait que ce qu'on lui a demandé. Elle n'a pas de dépendance avec l'extérieur. Si elle en a, c'est par rapport à des injections, mais elle ne tient pas beaucoup d'informations externes. On peut la déplacer facilement. Ça aussi, on comprend que par rapport à cette idée d'offrir du code qui se change facilement, c'est une caractéristique importante. Et enfin, on a le fermeture sur opération. Donc, c'est un concept qui vient des maths, mais je vais vous prendre un exemple de code tout de suite. J'espère que c'est assez gros pour que tout le monde le voit. Donc, je vais d'abord lancer un test de manière à vous montrer qu'est-ce qui ne va pas. Je le run encore un coup pour être certain que ça ne fonctionne pas. Donc, on voit que là, il y a une erreur. Et il y a une erreur à cette ligne-là. Je vais cacher ça. Donc, il dit que là, l'assertion, elle n'est pas bonne. En fait, si on regarde le code, là, j'ai créé un objet coach avec deux sièges. D'accord? Je fais un add site et là, je dis je devrais avoir que 2 sites. Oui, parce que si mon coach n'est pas mutable, quand je lui rajoute un site, ici, ça doit me retourner un site avec un coach avec 3 sites et pas 2. Donc, par contre, lui, il ne devrait pas muter, il devrait rester à 2. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on va voir ce qui se passe. Là, on voit qu'il y a clairement une erreur. On fait une mutation de la liste. La liste, elle est là, elle est ici. Et on rajoute le siège bêtement. Ça, ce n'est pas le pattern. Le pattern, oui, effectivement, c'est un objet value. Hein, donc, j'écris closure of operation. Ça, c'est pas bon. Ça, je l'enlève. C'est pas correct. Ça mute. Et là, je vais retourner new coach. Donc, par rapport à la théorie mathématique, je retourne le même type d'objet. Je prends le site pour avoir le nom du coach name. Je refais une liste, bien sûr. Je mets la liste courante, bien sûr, et je rajoute le site qui est passé en paramètre. Voilà. Et bien ça, si je reprends mon test, normalement, ça devrait marcher. Alors après, on est d'accord que le head site, il faudrait mettre un autre nom. Hein, il est un peu ambigu. Il crée un nouveau coach, mais en tout cas, on a respecté le pattern en question. Alors, je rebascule sur les slides. Et je passe à la suite. Deep Modeling. Donc, le Deep Modeling, c'est l'approche. Ce n'est pas une collection de patterns. Pour vous illustrer ça, je vais vous parler de la statue David. Donc, on est au 15e siècle, en 1501. Il y a un bloc de marbre de Carrare qui pourrit dans une église parce que ce bloc de 6-7 mètres, là, il a déjà été entamé par des sculpteurs. Et donc, du coup, la ville se pose la question, qu'est-ce qu'on va en faire? Et il propose aux artistes. Bon, finalement, le seul un peu fou qui dit oui, c'est Michel-Ange. Et pour attaquer le bloc en question et obtenir un David qui va devenir le flagship de la ville, je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Italie n'est pas unifiée, chaque ville est indépendante et autonome. Et ben, il s'y est pris avec beaucoup de précautions, comme tous les artistes de l'époque. Hein. Il a d'abord fait des dessins, et il a ensuite taillé du bois. Il est passé aussi dans des morgues. À l'époque, c'était interdit, mais les grands artistes comme ça avaient des autorisations. Léonard de Vinci faisait la même chose, donc il passait le soir dans les morgues pour étudier la musculature des morts de manière à s'imprégner des formes et des veines éventuelles qui cherchaient à représenter. Bref, cette démarche d'aller réfléchir
de faire un prototype, de démarrer petit à petit, de s'imprégner, c'est le deep modeling. Le deep modeling, c'est exactement ça. Donc, le deep modeling, c'est on part d'un scénario métier, on fait un prototype parce que c'est clairement basé sur du lean startup. On va voir si ça marche, on fait des cycles itératifs et parce que le Supple Design nous permet de changer sans arrêt, on obtient progressivement un nouveau concept métier qui est extrêmement simple. Je vous rappelle, l'idée, c'est je pars d'une complexité métier relativement lourde et j'obtiens un code limpide qui résout tous les problèmes facilement, donc facilement maintenable. Et sachant qu'on est sur un segment très concurrentiel, il sera peut-être amené à encore modifier le code pour être encore plus concurrentiel dans notre segment. Un instant pub, si vous voulez rentrer profondément dans tout ça, avec mon camarade Kenny Bass, on va faire un workshop de plusieurs jours, des demi-journées, rien que là-dessus. Donc vous repartirez, vous serez des champions du model driven design. Donc, la question, est-ce que le DD est banalisé ou pas? Est-ce que la partie stratégique est essentielle? Là, c'est pour ça que je vous ai présenté tout ça, pour vous montrer que si on ne fait pas tout ça, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué d'obtenir quelque chose de très simple à la fin. Et tacler la complexité, c'est exactement ça. Donc, souvent, j'ai remarqué que les développeurs sont les champions de capturer un besoin et de se l'approprier. Je prends l'exemple de Gherkin, par exemple, des développeurs qui utilisent Gherkin sans example mapping. Dire c'est super, je fais des tests avec. Ce n'est pas l'objectif de Gherkin. Pareil, DDD n'est pas juste des patterns techniques, loin de là. Donc, arrêtez de faire du DDD sans âme, sans approche stratégique, sans event storming, sans context map, sans approche de design tactique, sans supple design, sans deep modeling. Et finalement, on est au sommet de l'ignorance de l'effet de Dunning-Kruger. Le débutant ne voit pas la réalité. Excusez-moi. Et donc, je vous ai remis le graphe. Donc, l'effet de Dunning-Kruger, c'est que quand on commence à comprendre quelque chose, on se surestime et on a tendance à en parler beaucoup alors qu'on ne connaît pas beaucoup. Et donc, du coup, on est au sommet de la montagne d'ignorance. Les gens qui savent beaucoup, le problème, c'est l'inverse. Ils sont trop modestes et ils n'en font pas assez connaissance auprès de ceux qui ne savent pas. Donc, c'est l'effet Kruger, Dunning-Kruger touche les deux parties, les experts et les débutants. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dessus. Donc, il ne faut pas perdre la tête au sommet de la montagne d'ignorance. Les conséquences incertaines, voire dangereuses de domaine anémique, cargo occulte, dette technique. Alors, pourquoi je dis dette technique? Parce que j'ai vu aussi des cas où les gens avaient l'obsession de faire du CQRS et mettre des event handlers alors que ce n'était pas justifié. Là, il n'y avait pas beaucoup d'événements, le modèle métier ne le justifiait pas et on terminait, plutôt que d'appeler une fonction, on levait un événement. Et bien sûr, à la fin, on a des techniques qui est très compliquées à redresser. À la fin, on a une gueule de bois pour l'équipe qui n'arrive plus à gérer le code et pour le management qui dit c'est l'horreur, quoi. Donc, on n'est pas loin de DDD, c'est bien trop compliqué. Ou alors, DDD, mais plus jamais, quoi. Alors, le domaine driven design n'est pas une commodité, loin de là. Hein, c'est une approche pour modéliser simplement un problème métier complexe. Là, je vous remets tout l'aspect étape. Bien évidemment, il n'y a rien de... Ce n'est pas une méthode. Tout ça, on peut revenir en arrière. Tout ça, c'est des béquilles au cerveau pour pouvoir avancer dans l'inconnu et finir avec quelque chose qui soit simple. Ça, c'est important. Donc, l'objectif du domaine design est de proposer des approches qui mettent le métier au centre à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Depuis l'organisation des équipes jusqu'au code, afin de construire un produit ou un service qui apportera de la valeur auprès de ses utilisateurs. Moi, je pense que ça suffit, c'est une belle définition de DD, et je vous ai mis sur le côté toutes les étapes. Moi, j'appelle ça l'entonnoir parce qu'effectivement, on part d'une équipe qui est très, très large, tous les jours du métier, on finit avec l'équipe de développement.
Je vous remercie, j'en ai terminé. Et puis, s'il y a des questions, je suis prêt à les prendre. Écoute, c'était très clair, Bruno. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de remarques. Après, ce que tu as dit a fait réagir à plusieurs reprises. Par contre, il n'y a pas de questions qui sortent plus du lot que ça. D'accord. Je re-regarde à nouveau. Beaucoup de commentaires d'ailleurs sur ce que tu avais fait de bien ou d'intéressant. Des petits points de détail sur la manière de nommer tes variables en C#. Je pense qu'on passera. Ouais, non, mais j'ai pris un exemple naïf de manière à illustrer les patterns, les building blocks. En réalité, le code est entièrement fictif, il n'existe pas. Okay. J'aurais pu l'écrire en n'importe quel langage. Quant au nom des variables, je veux bien écouter ce qui a sauté. Il y avait le train, alors, il y avait reservation attempt. C'était un point de détail, mais par contre, j'ai une question plus précise qui a été posée, qui est en fait dans une organisation Scrum. Attends, j'ai perdu le fil, pardon. Dans une organisation Scrum, à quel moment vous semble-t-il pertinent de faire intervenir l'event storming, context mapping dans la construction des spécifications? Est-ce qu'il faut se brancher plutôt Très bien. Alors, bien évidemment, c'est en amont. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on faisait ce qu'on appelle le big picture. C'est un truc organisationnel qui permet de faire la topologie en sous-domaine. Les sous-domaines va naître les body contextes, je l'ai dit. Dans un sous-domaine, on peut décider d'avoir 2 ou 3 body contexts. Donc, une body context, c'est une équipe Scrum, si tu veux. Donc, on voit bien que l'équipe s'organise sur cette base-là. Alors, un mot sur Conway. Si on fait ça, on n'a pas de Conway parce qu'on définit l'organisation à la suite de l'event storming. Alors, dans la vraie vie, c'est pour ça qu'il y a les anti-patterns des body contexts et leurs relations. Les équipes sont peut-être déjà là, on veut réutiliser des choses. Et là, on va tomber dans des problématiques, effectivement, où on n'est pas complètement aligné avec ce qu'on avait dit durant l'event storming et on va souffrir parce qu'on va avoir 2 domaines dans une équipe. Ça c'est pas bon, quoi. Ça me rappelle une expérience commune. Donc, à la réponse, c'est donc l'équipe Scrum, normalement, naîtra d'un nouveau bande des contextes. Un bande des contextes, c'est une équipe. Okay. Alors, attention, je l'ai dit, des fois, une équipe va gérer 2 bonnes des contextes. Tout à fait. C'est des petits bons des contextes. Il me semble qu'il y a un sujet d'ailleurs dans Team Topology sur la charge cognitive et sur le fait de pouvoir associer. Je ne vais pas en parler parce que là, ça va faire beaucoup pour les éditeurs. Peut-être qu'on peut regarder cette question-là pour la suite parce que ça fait partie des anti-patterns sur l'organisation. Je suis très calé sur Team Topology, donc on peut y aller, je peux répondre à tout. Il y a 2-3 petites remarques. Alors, certains te demandent quand est-ce que tu écriras un livre DDD Explained by Bruno. Eh bien, effectivement, comme j'arrive chez Octo, ils ont dans l'idée de me faire écrire un livre blanc sur DDD, je crois. Du teasing. Et 2 ou 3 remarques de Julien Vite, qui dit que ça peut être intéressant de faire un brainstorming quand plus personne ne comprend ce qu'il fait. Tu partages ? Je valide. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, je vais citer un exemple concret. J'étais dans une grande banque d'investissement rouge et noir à Paris, dans la banque d'investissement. Et il y avait une règle BAL, une des dernières à implémenter. Le code était pourri. Et donc, on m'a demandé comment on fait. Je dis, il faut refactorer. Mais avant de refactorer, moi, j'ai demandé de faire un event storming. Et on a fait un event storming avec le métier des développeurs. C'était un domaine métier. Il y avait quand même beaucoup de développeurs et beaucoup de monde. Et on l'a fait. Et après, je ne vais pas expliquer comment ça se passe. Mais une fois qu'on a fait l'event storming, ça ne suffit pas. Parce que si le code est entrelacé, etc., après, il y a des techniques. On fait équipe par équipe. On va visiter tout le code. Je ne vais pas expliquer comment ça se passe. Mais effectivement, l'event storming, dans ces cas-là, c'est une grosse béquille au cerveau. Parce que l'event storming, c'est quoi? C'est comme le petit colibri. Chacun fait sa part. Chacun amène sa connaissance. Et c'est l'alignement des connaissances de chacun qui permet de faire des « Ah, je ne savais pas. Ah, effectivement, oui, ça doit marcher comme ça. »
Mais après, quand on voit le code, c'est la vérité. Et parfois, le code ne dit pas ce qui a été négocié sur les brainstorming. C'est pas grave. Le tout, c'est que la vérité, elle est dans les brainstorming. Le code, c'est la vraie vérité, mais c'est ce qu'il faut redresser, quoi. C'est ce qui part en prod, c'est ce qui est dans la tête du développeur, et tu l'as dit à plusieurs reprises, me semble-t-il. Ouais. Eh bien, je te propose qu'on en arrête là, on est arrivé au bout du timing, sachant qu'il y a plusieurs questions, là les discussions se lancent et continuent. Ce que je vous propose à tous, c'est de les continuer sur le Slack d'Archilocus. Je pense que si Bruno est déjà inscrit et pourra répondre peut-être à quelques questions s'il trouve le temps avec ses nouvelles fonctions. Et dans tous les cas, merci pour cet échange et cette présentation. Et à tout à l'heure pour la table ronde, Bruno. Merci beaucoup. Merci.